YouTube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais répondre à la FAQ que j'ai lancée il y a quelques semaines d'ici, donc une FAQ un petit peu spéciale puisqu'il s'agissait de répondre à toutes vos questions qui tournaient autour de la lecture en VO, plus particulièrement en anglais parce que VO c'est la version originale mais ce n'est pas l'anglais uniquement, ça peut être des espagnols, italiens, etc. Or moi ici, je lis que de l'anglais puisque à part l'anglais, je ne connais aucune autre langue. Donc ce serait difficile pour moi de lire en espagnol ou en italien si je ne connais pas la langue. Voilà. Donc ici, je vais vraiment me concentrer sur vos questions par rapport au fait de lire en anglais et essayer de vous donner quelques petites astuces. Alors je vous rappelle avant de commencer cette vidéo que je vous avais déjà tourné une vidéo sur le sujet en 2014, si mes souvenirs sont bons je vous la linkerai quelque part par là et je vous la mettrai en barre d'infos. Donc comme ça si jamais j'ai oublié des petites choses, eh bien vous pourrez toujours aller checker cette vidéo pour voir s'il n'y a pas quelques petits renseignements complémentaires qui pourraient vous aider à vous lancer. Et on y va tout de suite, je vais commencer à répondre à vos questions. Alors, la première question, c'est les passions de Tif Tif qui me met « Coucou Jess, une jolie initiative pour la lecture en VO. J'ai quelques questions à ce sujet. Première question, où acheter les livres en VO, quel site ?» Personnellement, j'achète mes livres en VO uniquement sur internet parce que si je les achète en magasin, ils seront toujours plus chers que si je les achète sur Amazon. Mes deux principaux sites où j'achète mes livres VO, c'est Amazon et The Book Depository. Je vous mettrai les liens des sites en barre d'infos, mais je pense que tout le monde connaît Amazon, n'est-ce pas? Si vous passez par The Book Depository, n'hésitez pas à passer par le petit lien qui est repris dans la barre d'infos, comme ça ça peut être sympa pour moi, j'ai une commission si vous achetez un livre, pour vous ça ne change rien, mais pour moi voilà, ça fait quelques petits euros dans mon portefeuille qui me permettent bien de m'acheter à l'occasion un livre sur le site. Alors la différence entre les deux sites, c'est que The Book Depository est plus lent en question d'envoi, c'est-à-dire qu'en général il faut une semaine pour que le livre arrive, mais les frais de port sont gratuits worldwide. Et ce qui est bien aussi, c'est quand vous achetez des précommandes, par exemple Akowar qui sort le 2 mai, bien au départ je l'avais acheté sur Amazon mais j'ai fait une annulation de la commande parce qu'il était prévu pour le 20-22 mai en livraison et moi je pouvais pas attendre et j'ai switché sur The Book Depository en espérant l'avoir. Peut-être pas le 2, mais au moins le 3 ou le 4. Donc ils ont les stocks qui sont un petit peu plus conséquents et qui permettent donc de livrer les livres pour qu'on les reçoive à la date de sortie. Ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, je vous dis, le gros défaut de The Book Depository, et c'est pour ça que j'achète rarement mes livres dessus, c'est qu'il faut toujours une semaine avant que ça arrive et je suis pas quelqu'un de très patient. Et en plus, comme avec Amazon, j'ai Amazon Premium, et bien je peux avoir mes bouquins dans les 2-3 jours. Parfois le lendemain de la commande, donc forcément ça m'avantage. Donc moi je commande beaucoup sur Amazon.fr et un petit peu sur The Book Depository. Voilà, et je n'achète sur aucun autre site et j'achète rarement en magasin, puisque comme je vous l'ai dit, les livres sont toujours beaucoup plus chers en magasin qu'ils ne le sont sur internet. Alors deuxième question, quand on a un niveau 0 en anglais, par quel type de livre commencer? As-tu des livres à me recommander? Alors, honnêtement, quand j'ai lu cette question, ça m'a fait sourire. Parce que quand on a un niveau 0 en anglais, eh bien, moi je propose de lire un livre qui est apprendre l'anglais. Voilà, il y a des assimiles qui existent. Si tu n'as pas envie de passer par une méthode de livre, il y a des sites sur internet qui te permettront d'apprendre l'anglais, mais on ne se lance pas dans un livre en VO si on n'a pas un minimum de base dans la langue. Il ne me viendrait jamais à l'idée d'aller acheter un livre en allemand ou en italien alors que je connais zéro de la langue. Il faut un minimum au niveau du vocabulaire, au niveau de la grammaire. Au niveau de la grammaire, l'anglais n'est quand même pas une langue très facile. Enfin moi je sais qu'il y a des temps, notamment le present perfect avec lequel je m'emmerde tout le temps. Et je cafouille, il y a des faux amis, il y a des tournures de phrases qui sont assez particulières, donc il faut quand même avoir un minimum de connaissances en anglais. Donc non, je ne peux pas te recommander de livres à lire en anglais si tu n'as pas
un minimum de connaissances. Il faut que tu fasses d'abord la démarche d'apprendre l'anglais, que ce soit par des cours en correspondance, ça existe, hein, mais c'est payant évidemment. Il y a également des livres qui te permettront d'acquérir des bases, la méthode A6000 ou d'autres livres dans ce goût-là. Et il y a des sites internet qui sont faits pour aussi apprendre l'anglais. Il y a un site en Belgique qui s'appelle Walang qui permet d'apprendre notamment l'anglais, le néerlandais, et c'est sur un site sur lequel vous pouvez déjà mesurer votre niveau, puisqu'il y a plusieurs niveaux en anglais. Vous avez un niveau simple, ou en tout cas débutant, qui est le niveau A, vous avez le niveau intermédiaire qui est le niveau B, puis vous avez le niveau expert qui est le numéro qui porte la lettre C, et à chaque fois vous avez 2 niveaux dans le niveau, c'est-à-dire qu'il y a le A1, A2, B1, B2, C1, C2. Voilà, donc vous avez ces tests qui vous permettent de vous mesurer pour savoir un petit peu à quel niveau vous vous situez, et à partir de là, vous pouvez suivre les cours qui sont adaptés à votre niveau pour améliorer la langue. Mais je ne sais pas si le site Walang est disponible en France ou s'il est bloqué, comme ça peut être le cas. Par exemple, moi si je veux regarder une vidéo sur les sites M6 Replay ou sur TF1, etc., je ne peux pas parce que je ne suis pas dans la bonne zone géographique. Je ne pense pas que le site soit bloqué parce que en Belgique, je pense qu'ils sont quand même un peu plus souples par rapport à ça. Je vous mettrai en tout cas ce lien en barre d'infos. Il doit exister la même chose en France, mais donc il y a des solutions pour apprendre l'anglais, mais on ne se lance pas dans un livre en anglais si on n'a pas de connaissances. Donc je ne peux te conseiller aucun roman, c'est clairement pour que tu te plantes. C'est comme si moi tu me donnais un livre en italien et que tu me demandais de le lire. Je pense que dès les premiers mots je le prends et je le bazarde, quoi. Il faut quand même un minimum de connaissances. Donc la première chose évidemment c'est d'apprendre l'anglais, ça c'est une base. Alors, quel style littéraire est le plus difficile à lire en VO et l'inverse? Le style le plus difficile, j'ai pas encore fait tous les styles, donc pour le moment je dirais que les lectures VO quand c'est écrit pour des adultes sont d'un niveau qui sont un peu plus complexes. Par exemple, quand j'ai lu La chimiste de Stéphanie Meyer, qui est un thriller, donc je me suis retrouvée déjà avec des difficultés, même si au final je comprenais ce que je lisais, mais j'étais moins rapide à la compréhension que quand je lis un roman YA. Maintenant, quand c'est des romans YA, donc adolescents, les styles les plus difficiles sont les styles fantasy, puisqu'il y a toujours un langage qui est lié au monde fantasy que l'on lit. Les styles les plus faciles, ce sont les romances contemporaines, c'est aussi les romans new adultes. Les romans new adultes sont, de ma connaissance, super faciles à lire. Les romans jeunesse, par exemple, donc ce qu'on qualifie de middle grade, eh bien, sont un peu plus compliqués, malgré que c'est pas non plus à chaque fois, parce que regardez, les Orphelins Baudelaire, je suis en train de les lire, c'est clairement du middle grade, mais le niveau est clairement accessible. Donc c'est des livres que je vous recommande vraiment à lire si vous débutez en anglais, parce que le niveau est très 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 facile, et en plus dedans il y a les mots qui vous sont expliqués. C'est-à-dire que quand il y a un mot compliqué, il va vous dire ce qu'il signifie, et il va vous donner une définition du mot. Donc c'est vraiment écrit d'une manière très 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 agréable, les Orphelins Baudelaire, et c'est vraiment des lectures très simple pour commencer en VO. Voilà. Alors, quels sont les avantages de lire en VO? Alors, les avantages de lire en VO, pour moi, il y en a 3. La première est totalement superficielle, c'est les couvertures. C'est d'avoir le choix entre des hardback et paperback, parce que voilà, j'aime pas trop le choix broché livre de poche. Il y a aussi des livres de poche en anglais, hein. Il n'y a pas que le hardback, paperback, mais voilà, moi j'aime bien cette distinction. J'aime bien d'avoir des livres tac tac tac, quand je tape c'est du carton, quoi. Vous voyez, j'adore le format hardback. Les couvertures, ça forcément, je trouve qu'elles sont toujours beaucoup plus belles en anglais, bien qu'il y ait des exceptions et que parfois il y a des romans en VF que je trouve vachement plus beau au niveau de la couverture que par rapport à la VO. C'est souvent le cas par rapport aux romans justement new adult, ou alors les romances. Voilà, il y a des couvertures en anglais qui sont absolument immondes pour la romance, donc c'est rare d'ailleurs que j'achète de la romance en anglais. YA oui, mais pour les adultes je trouve les couvertures vraiment hideuses. Donc ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage c'est le prix, parce que le prix d'un hardback
même si les prix ont augmenté par rapport à 2014 où on trouvait des hardbacks entre 14 et 15 euros. Maintenant on est plus entre 17 et 18, donc on se rapproche des prix des grands formats. Ben, vous avez quand même des grands formats, si vous achetez le dernier Bernard Werber ou des choses comme ça, vous en avez pour plus de 20 euros et vous avez quand même des formats brochés qui coûtent 25 euros. Donc au niveau du prix, je trouve que ça vaut quand même le coup, surtout que sur Amazon, les prix des livres en anglais ne sont pas soumis à la loi du prix unique puisque ce ne sont pas des livres en français. Et donc vous pouvez avoir des prix qui fluctuent en fonction du taux de change. Mais également, parfois, Amazon fait des offres sur ces romans-là et vous avez des offres où vous pouvez trouver des livres à 4-5 euros, des hardbacks à 10-12 euros. Et voilà, moi, généralement, quand je vois ce genre d'offres, je me jette dessus. Donc, c'est la deuxième raison, c'est le prix. La troisième raison, c'est l'attente par rapport à la publication des tomes suivants. Quand vous avez lu en tome 1 et que vous avez envie d'avoir le tome 2 tout de suite, bah là, s'il est dispo en anglais, bah, vous pouvez le faire, le lire et enchaîner. Évidemment, c'est un problème quand vous commencez en VO. Après, bah, vous êtes tenu par la publication VO. Bah, regardez, là, j'ai encore parlé de Akotar. J'ai lu Akomaf l'année passée avec ce cliffhanger de fou à la fin du tome 2. Et bien là, j'en suis à J-9 avant la sortie du tome 3, donc Akowar. Mais ça fait 1 an que j'attends la suite. Donc je veux dire, à un moment donné, vous voyez que le problème que j'avais avec la VF est transposé en VO. Il y a l'avantage également que toutes les sagas, tous les livres en anglais ne sont pas traduits en français. Je connais des auteurs super en anglais et dont j'attends toujours des traductions en français. Donc ça permet d'avoir un spectre beaucoup plus large de lecture, d'avoir aussi accès à des lectures d'auto-éditées qui sont pas toujours, mais parfois de meilleure qualité que ce que nous proposent nos auto-édités à nous, surtout dans les genres Young Adult et New Adult. Enfin voilà, donc moi c'est vraiment les avantages que j'ai à lire en VO. Et on peut rajouter un 4e point, c'est que plus on lit en VO, plus on s'habitue à lire en anglais. Bon, je dis VO, mais il faut comprendre VO égale anglais, hein. Donc plus vous vous habituez à lire dans une autre langue, et plus ça devient automatique. C'est-à-dire que maintenant, ben, quand je lis un livre en anglais, j'ai l'impression de le lire en français. Et donc je mets beaucoup moins de temps qu'au début, où je perdais beaucoup de temps à essayer de comprendre les phrases, etc. Maintenant c'est beaucoup plus fluide et je peux lire un livre en anglais sur 2-3 jours, alors qu'avant il me fallait 1 à 2 semaines. Voilà, tout dépend évidemment du volume du bouquin. Akomaf qui est là, vous voyez, il m'a quand même fallu plus d'1 semaine pour le lire, mais le bouquin fait plus de 600 pages. Donc, et c'est un style fantasy, donc voilà, ça tout dépend en fait du style de l'écriture, si on est dans un style plutôt simple ou si on est dans un style un peu plus recherché. Mais honnêtement, je vois que je m'améliore de mieux en mieux en anglais. Bon, ça, au niveau de mon vocabulaire, je vais pas non plus chercher les mots à chaque fois, mais ça j'y reviendrai parce que c'est une question qui m'a été posée. Mais je vois que j'ai de plus en plus de facilité. Peut-être aussi, sans m'en rendre compte, je vois de plus en plus les constructions de phrases, donc ça me permet intérieurement de les assimiler, et peut-être qu'à terme ça me permettra d'avoir une discussion en anglais oral plus simple, alors que pour le moment c'est vrai que j'ai encore beaucoup de mal à m'exprimer en anglais parce que j'ai encore tendance à traduire le français en anglais, alors que quand je lis, je ne fais pas de traduction, c'est-à-dire que je lis l'anglais mais je ne cherche pas à traduire l'anglais en français, ce que je ne vous conseille d'ailleurs pas du tout de faire si vous souhaitez lire en anglais. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Alors je vais passer maintenant à la question de Pretty Little Book. Alors il me dit, est-ce que Harry Potter ou The Immortal Instruments ou même The Trial of Apollo de Rick Riordan sont bien pour débuter en VO? Alors Harry Potter, non, clairement, parce que quand j'ai voulu commencer en VO, j'étais encore à la fac, hein, donc vous voyez, ça remonte pas, mon parcours de lecture en anglais ça a été en plusieurs fois. Et je voulais absolument lire les tomes, je crois que ça a commencé à partir du tome 5, où je voulais lire les tomes avant la sortie en VF, parce que je trouvais ça trop long.
Et j'en ai vraiment bavé parce que c'est un style middle grade, c'est un style qui est UK en plus, parce qu'il faut faire encore la distinction entre l'anglais US et l'anglais UK. L'anglais UK est plus compliqué à lire que l'anglais US, donc c'était encore plus difficile. C'était encore une période où j'avais tendance à vouloir comprendre tous les mots. Donc j'allais dans le dico chercher tous les mots parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore le smartphone, je pouvais pas encore aller sur l'application Word Référence, etc. etc. Donc c'était... Non, lire Harry Potter en anglais. Maintenant, je pense que je pourrais me sentir capable parce que j'ai commencé à y relire la version illustrée et les premiers chapitres sont passés assez facilement pour le tome 1. Donc je me dis que maintenant, avec mes 2-3 ans d'anglais que j'ai derrière moi, ça pourrait le faire, mais pour débuter, clairement, je conseille pas Harry Potter. Je conseille pas non plus forcément The Immortal Instruments parce que je me souviens avoir eu du mal à lire le tome 1 en VO. Maintenant, j'en suis arrivée au tome 3 dans la saga, donc je suis habituée au style de l'auteur. J'ai le vocabulaire qui est propre à la saga, je l'ai en anglais, donc ça va. Mais c'est encore une fois des univers fantasy, des univers fantastiques, donc c'est pas des lectures que je conseille pour débuter. Trials of Apollo, alors comme je t'ai répondu en anglais en dessous, je n'ai pas encore lu. Moi j'ai juste lu Percy Jackson de Rick Riordan. J'ai lu les 5 tomes en anglais et là je dois dire que le niveau était plutôt correct. Donc si vous voulez commencer, les tomes de Percy Jackson de Rick Riordan, voilà, ça je peux vous les conseiller. Les sagas ultérieures, je peux pas encore vous dire puisque je ne les ai pas lues. Alors, je passe maintenant à la question d'Audrey, mais je pense que je lui ai déjà répondu. Alors, bonjour Jay, je n'ai encore jamais commenté une de tes vidéos ou écrit sur les réseaux sociaux, mais je souhaitais avant tout te dire que j'ai découvert Booktube avec toi et que j'ai toujours une affection particulière pour tes vidéos. Eh bien, merci beaucoup, ça me touche énormément ce genre de petits mots. Ceci étant dit, j'ai une petite question qui concerne ACOTAR et la lecture en VO. Je viens de terminer ACOTAR en français et comme toi, j'ai adoré l'univers et trépigne de lire la suite. Comme je sais que tu as lu la suite en VO, je souhaitais savoir si tu pensais... ce que tu pensais du niveau d'anglais. J'ai déjà lu du YA en anglais mais le vocabulaire était assez simple alors que là l'univers me semble beaucoup plus riche et je n'ai pas envie d'en perdre une miette. J'ai peur d'être frustrée dans ta lecture, peux-tu me donner ton avis? Alors je lui avais déjà répondu mais je vais vous répondre à vous parce que c'est aussi une question qui revient assez régulièrement de savoir si vous pouvez lire ACOMAF déjà maintenant et comme en plus de ça on est dans le cadre de La Martinière Jeunesse qui n'a pas continué la saga Kéléana, qui est du même auteur. Je comprends que vous soyez inquiet de savoir si la série ACOTAR va arriver à son terme en français. Honnêtement, moi ce que je vous conseille, c'est de vous procurer le tome 1, que ce soit en paperback ou alors en version Kindle, enfin e-book quoi, et de le relire en anglais avec la VF pour vous acclimater en fait au style d'écriture de Sarah J. Maas et vous acclimater à l'univers en anglais. Alors il n'y a pas énormément de différence, moi maintenant je connais les noms de tous les personnages de par exemple Surreal, tous les noms je les connais en anglais. Je sais absolument pas comment ils ont été traduits en français et honnêtement je n'ai aucun intérêt, voilà, ça m'intéresse pas de le savoir. Donc moi je connais l'univers avec toute l'appellation en anglais, je suis immergée dedans depuis le début. Mais voilà, si ça vous semble compliqué et je peux comprendre parce que l'écriture de Sarah J. Maas c'est quand même une écriture qui est... C'est pas de la romance voyez quoi, c'est un beau livre qui est super bien écrit avec un style bien particulier, bien à elle et il faut le temps de rentrer dedans. Le tome 1, je vous avoue que j'ai un petit peu, voilà, au début j'ai eu du mal à lire ACOTAR en anglais, et puis au fur et à mesure de l'histoire, plus j'avance, plus j'apprends à aimer les personnages, plus j'apprends à aimer l'univers, et bien plus je rentre dans son écriture et plus ça va. J'ai relu ACOTAR et ACOWAR récemment, je vous dis, je comprends pas tous les mots, mais tant que je comprends moi le sens de la phrase, je m'en fiche d'aller chercher tel ou tel mot parce que je peux deviner le sens du mot par rapport au contexte de la phrase. Et vraiment quand il y a un mot qui me pose problème, quand j'ai une phrase que j'ai peur de mal comprendre, je m'arrête dessus, je vais sur l'application Word Référence. Il y a aussi un site internet que je vous référencierai ici dans la barre d'infos.
Je tape le mot qui me pose problème et je regarde dans les définitions qui me sont proposées celle qui correspond plus au contexte de ma phrase. Donc quand il y a vraiment quelque chose qui me bloque, je prends le temps de m'arrêter et je prends le temps d'aller voir le mot. Mais la saga ACOTAR n'est pas une saga simple à lire en VO, mais je comprends que vous ayez envie d'y aller parce que voilà, on n'est pas du tout sûr que la Martinière va publier la suite, hein, puisqu'on n'a aucune... Avec Kelly et Anna, ils se sont arrêtés. Donc moi, ce que je vous conseille, si vraiment vous sentez capable ou que vous avez déjà quand même lu des livres en anglais et que vous avez quand même une base minimum, hein, vraiment, c'est de relire le tome 1 avec la VF, comme ça vous pouvez vous entraider pendant les passages difficiles, on va dire. Ça vous permet de vous familiariser avec le style de l'auteur, avec l'univers, et une fois que vous avez fait ça, je pense que vous pouvez switcher et passer à ACOTAR et puis à ACOWAR qui va sortir dans quelques jours. Voilà, donc j'espère avoir répondu à cette question, mais pour les débutants, non, je le conseille pas parce que c'est un monde de fantasy, c'est une écriture qui est quand même assez complexe. Et voilà, c'est pas un roman qui est fait pour les débutants. Maintenant, j'ai eu des avis de personnes qui lisaient pas beaucoup en VO qui m'ont dit « Oh ben moi ça a été ». Donc vous voyez, ça dépend en fait de l'appréciation de chacun par rapport à son niveau d'anglais. Il y a des gens qui lisent pas beaucoup en anglais mais qui ont beaucoup de vocabulaire, donc ça va tout seul. Moi je sais que je lis beaucoup en anglais mais je cherche pas forcément tous les mots, et j'ai des mots, j'ai beau les chercher dans le dico, ben, je retombe dessus 5 pages après, j'ai déjà oublié ce que ça voulait dire, donc je suis obligée de retourner dans mon dico. Donc voilà, vous voyez, ça dépend un petit peu des personnes. Moi je me contente vraiment d'une lecture globale, tant que je comprends le sens de la phrase, tant que je comprends où l'auteur m'emmène, voilà. Et dès que je sens qu'il y a un passage que j'ai pas bien compris, là je m'arrête et je prends le temps d'aller chercher les mots qui me bloquent et qui me permettent de comprendre la phrase. Question suivante, donc de Aricia M. J'ai aussi quelques questions. Qu'est-ce qu'un roman middle grade? Je suppose qu'il s'agit d'un niveau moyen. Dans ce cas, comment sont étiquetés les romans faciles, easy grade? Existe-t-il des sites qui classeraient les romans en fonction de leur niveau en anglais? Et sinon, pourrais-tu proposer quelques romans considérés comme faciles, moyens ou difficiles? Merci d'avance pour la réponse et pour cette FAQ que je me réjouis déjà de voir. Alors, j'ai souri aussi en voyant cette question-là parce que le middle grade n'a absolument rien à voir avec le niveau d'anglais. Il faut savoir que le middle grade, c'est juste l'appellation d'un niveau de classe. C'est-à-dire que ben, vous avez les primaires, bah là ils ont les middle grade. Vous voyez ce que je voulais dire? Le middle grade, c'est la jeunesse, c'est ce qui représente les romans jeunesse, donc je dirais les romans qui sont étiquetés pour les 8-12 ans. Donc ça ne représente pas un middle grade en disant niveau moyen en anglais, comme non, ça n'a rien à voir, ça représente vraiment la lecture jeunesse. Et les middle grade, c'est pas les romans les plus faciles à lire. Je vous avoue que quand j'avais lu l'école du bien et du mal, j'ai vraiment pris le temps de lire ce bouquin parce que je me suis rendu compte que la lecture pour les jeunes, donc pas pour les ados, pour les jeunes, eh bien le style était beaucoup plus développé que pour les romans des ados. Voilà, je comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça. Par contre, il y a des romans middle grade qui sont plutôt faciles à lire, comme je vous l'ai dit, Les Orphelins Baudelaire, donc A Series of Unfortunate Events de Lemony Snicket, vous pouvez y aller. Percy Jackson, vous pouvez y aller. Ça, ce sont vraiment des romans middle grade que je vous conseille pour commencer parce que je les ai trouvés très très faciles à lire. Maintenant, je ne connais absolument pas de sites qui font de référencement des livres par rapport au niveau. Je sais que par rapport à Amazon, à un moment donné, vous avez tous les grades. Donc vous avez débutant A1, débutant A2, intermédiaire B1. Je crois qu'il y a moyen sur Amazon de voir des bouquins qui correspondent à votre niveau en fonction il me semble. Maintenant, c'est à vérifier, mais il me semble qu'à un moment, j'avais vu ça, où j'étais tombée vraiment sur des petites cases où j'avais niveau intermédiaire, niveau expert, etc. Et quand vous cliquez dessus, vous arriviez sur des romans qui étaient adaptés à ce niveau-là. Maintenant, à part ça, je connais pas d'autres sites qui référencient par rapport au niveau. Donc, il n'y a pas de niveau easy grade, non, ça n'existe pas. Middle grade, comme je l'ai dit, c'est la jeunesse. Alors, proposer des romans faciles, moyens ou difficiles. Ben, je sais que les romans de Laini Taylor, alors je connais plus le nom de la saga
en anglais, mais je sais qu'ils sont assez hard à lire. C'est pour ça d'ailleurs que je les ai toujours pas achetés, parce que je ne me sens toujours pas capable de le lire. La saga Red Queen, je la mettrais dans une saga moyen, intermédiaire, niveau intermédiaire, voilà. Cinder par exemple, pour moi je la classe dans un niveau beaucoup plus difficile, parce que j'ai essayé il y a quelques mois de lire Cinder en VO et après quelques pages, eh bien je me suis arrêtée parce que j'ai trouvé ça assez complexe et honnêtement j'étais pas dans le mood de me mettre dans un livre difficile. Les Mortal Instruments de Cassandra Clare, je les classerais plutôt dans un niveau intermédiaire. Voilà, et dans des romans faciles, ben là il y a tout ce qui est des romances YA. Moi j'avais commencé par une romance new adulte, c'était Love Game. C'était publié sous le nom Love Game en français chez Hugo New Romance. C'est un livre d'Emma Chase que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui mettait en scène le personnage d'Andrew. Alors j'ai oublié le nom de la fille et j'avais vraiment envie de lire le tome 2. Et donc c'est vraiment sur ce tome 2 là que je me suis remis à lire en anglais et j'avais trouvé ça finalement très simple. Donc bah voilà, je conseille cette saga. Love Game par exemple est très simple. A Little Something Different de Sandy Hall est un roman très facile aussi à lire en anglais. Maintenant il est sorti en français chez Hugo New Way depuis le mois de février si mes souvenirs sont bons. Qu'est-ce que je pourrais aussi vous recommander? Je regarde en même temps dans ma bibliothèque ce que j'ai lu. La saga Vampire Academy, là aussi bah, je me suis retrouvée, c'était un moment où j'avais lu le tome 1, 2 et 3 en français. Quand j'étais arrivée à la fin du tome 3, pour ceux qui l'ont lu, vous savez ce qui arrive. Et j'ai dit, ah mais non, mais moi je peux pas attendre le mois de mai que le tome 4 sort. Donc je m'étais acheté 4, 5, 6 en anglais. J'ai mis 6 semaines à les lire, mais j'avais pas trouvé le niveau très compliqué non plus. Donc Vampire Academy, ça peut aussi passer. Maintenant, des niveaux pour débutants, honnêtement, bah, je vous dis, hein, vous avez les Lemony Snicket qui moi me paraissent bien. Le tome 1 de Divergent est bien passé aussi. Je peux pas parler de la suite parce que je l'ai pas encore lu, mais en tout cas voilà, c'est des livres avec lesquels je n'ai pas eu trop de difficultés. Quels sont les livres new adultes que tu recommandes pour lire une première lecture en VO? Ben, comme je viens de le dire, la saga Love Game de Emma Chase. Je recommande aussi Colleen Hoover parce que j'ai lu Ugly Love de Colleen Hoover sans difficulté, aucune. Maintenant je lis plus trop de new adultes, en tout cas pas pour le moment, et j'en ai pas encore lu beaucoup en anglais, donc je peux pas vraiment vous donner de titre, mais en général les romans new adultes se lisent plutôt facilement. J'ai lu Marketman, le tome 1, donc qui est Rule. Ça aussi, c'est passé assez facilement, je dois dire. Donc ça aussi, les Marketmen, vous pouvez y aller. Surtout que c'est une saga qui est assez récente, hein, puisqu'elle est sortie... le dernier tome, je pense, vient de sortir maintenant. La saga Calendar Girl, qui est actuellement publiée chez Hugo New Romance, est aussi une saga plutôt facile à lire, même si... Honnêtement, je comprends pas trop l'engouement autour de cette saga parce que moi j'ai lu les 4 premiers tomes. Je trouvais ça sympa, j'avais envie de voir jusqu'où ça allait aller, mais j'ai pas encore eu le temps de lire les mois de mai à décembre. Mais honnêtement, l'héroïne elle a giflé et je vous dis, je ne comprends pas que les gens aiment à ce point cette saga, alors que moi bah, j'ai trouvé ça mais bof et que l'héroïne est à claquer quoi. Enfin, la saga After est assez facile à lire en anglais, la saga d'Emily est assez facile aussi à lire en anglais, donc voilà, je crois que je vous ai déjà donné quelques titres pour commencer avec la VO. Star Wars me demande, j'ai juste une petite question en tête, est-ce que A Series of Unfortunate Events est aisé à lire en anglais? Oui, oui, oui et oui. Voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans la vidéo, mais je te le reconfirme encore une fois. Asuna Fox me pose plusieurs questions. Alors elle me dit, peux-tu faire une petite liste de livres à lire pour débuter en VO? Ben écoute, je viens de le faire, donc j'espère que tu as déjà pris note. Sinon, ben, je te conseille de repartir en arrière dans la vidéo et de prendre note des livres que je viens de lire. À quel âge as-tu lu ton premier livre en VO? Donc ça s'est fait en plusieurs fois. J'ai commencé pour la première fois à lire quand j'étais à la fac, donc je devais avoir 20 ans. Et c'était avec Harry Potter et ça m'a très vite découragée. Je me souviens que j'avais acheté le tome 1 le tome 1.
Si je devais vous le montrer, il est dans un état, voilà, il y a des mots de vocabulaire écrits partout, j'avais souligné en fluo les mots que je comprenais pas, enfin bref, tout le bouquin, il n'y a que des mots soulignés que je ne comprenais pas, parce qu'alors là, dès que je ne comprenais pas un mot, je m'arrêtais, j'allais voir au dictionnaire, résultat ça m'a pris des plombes, et j'ai continué à faire ça avec les autres Harry Potter, résultat je me suis auto-dégoûtée parce que ça prenait trop longtemps, j'avais pas envie, chaque fois d'aller chercher les mots au dictionnaire, ça m'ennuyait. Donc clairement, c'est pas quelque chose que je vous recommande de faire, d'aller chercher les mots comme ça chaque fois dans le dico. Ensuite en 2010, j'ai lu les Vampire Academy, donc les 3 tomes. Puis quand comme j'ai vu que ça allait bien en anglais, j'ai continué avec la saga Unearthly de Cynthia Hand, donc le tome 1, que j'avais très bien compris. Puis je ne sais pas, j'ai buté sur un livre qui est pourtant simple, parce que quand je l'ai relu en 2014 en VO, ça ne m'a plus posé de problème, c'était Anna and the French Kiss. Et voilà, après j'ai plus voulu lire en anglais parce que j'avais buté sur un bouquin, bêtement. Et ensuite il a fallu attendre juillet 2014 pour que je m'y remette avec la suite de Love Game, comme je l'ai dit tout à l'heure, et bah depuis. Et ben j'ai plus arrêté. Voilà, donc je lis vraiment en anglais de manière régulière depuis juillet 2014, mais j'avais fait des petits essais déjà avant, comme tu viens de le voir. Alors, quels sont les thèmes les plus difficiles à lire d'après toi? Ben, j'ai déjà répondu à cette question, c'est tout ce qui est fantasy et ben, livre vraiment adulte. C'est pour ça que moi je me cantonne pour le moment vraiment à des bouquins... on va dire YA en anglais, et que quand je dois lire des romans un peu plus adultes, à moins que ce soit de la romance, c'est vrai que j'ai encore tendance à me diriger vers la traduction en français. Alors que penses-tu des grands classiques anglophones? Ben, je pense que c'est des très bons livres, mais que si je dois les lire, je les lirai en français et pas en anglais, parce que là, il y a une différence de langage aussi. Récemment, j'ai dû lire en anglais où il y avait une héroïne qui parlait justement avec du vieil anglais. Ça m'a posé pas mal de problèmes et j'ai pas envie de m'embêter avec ce genre de considération. Donc, résultat, les grands classiques anglophones, moi, je les lirai en français. D'ailleurs, j'ai lu Le Maître du Haut Château au début de l'année, j'en ai parlé sur ma chaîne. Je n'ai pas choisi, là, clairement, entre la VO et la VF, je me suis pas posé 10 000 questions, j'ai pris la VF direct. Parce que je me suis dit que je n'avais sans doute pas le niveau pour lire le bouquin en VO. Et honnêtement, j'ai bien fait, parce que quand j'ai vu déjà le mal que j'avais avec la VF, je me suis dit en VO, ça aurait été une catastrophe. Donc voilà, les classiques anglophones, je n'ai rien contre. Il y en a que j'aimerais bien lire, comme Fahrenheit, comme 1984, comme... il y en a un autre que j'aimerais bien lire et j'ai oublié le nom. Enfin bref, voilà, c'est des bouquins que j'aimerais bien lire en VO. Ah oui, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Ça, c'est des livres que j'aimerais bien lire en VO, mais comme je me sens pas encore tout à fait capable de lire ces bouquins maintenant, ben j'attends. Voilà, donc il y a des livres où je vais me diriger vers la VF, et il y en a d'autres où je vais me dire je vais encore attendre un petit peu que mon niveau s'améliore pour pouvoir les lire en anglais. Mais j'ai rien contre le fait de lire des classiques en anglais, à moins que ce soit vraiment du vieil anglais, genre du Shakespeare, toutes des choses comme ça, où là clairement je lirai la VF. Alors, quelles sont tes couvertures VO préférées? Alors, il y en a beaucoup. Ben, dans mon book haul que je viens de tourner, donc du mois de mars, tu verras la couverture de The Book Jumper, qui est en fait une couverture d'un livre qui a été traduit, puisqu'il s'agit en fait, la VO elle est allemande. J'ai préféré choisir la traduction anglaise plutôt que le livre en français, parce que le livre en français est moche, alors que la couverture en français elle est juste magnifique. Donc The Book Jumper, je te conseille. J'adore les couvertures de la saga Cinder, je préfère vachement la VO que la VF. Il y en a qui aiment les couvertures VF, hein. Je dis c'est très bien pour eux, mais moi voilà, elles ne me correspondent pas. J'aime aussi les couvertures de la saga spin-off de Mortal Instruments, donc c'est The Infernal Devices, si mes souvenirs sont bons. J'aime aussi beaucoup celle de Lady Midnight. Il y a des tas de couvertures en anglais que j'adore, ou encore celle de Caraval qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Ce sont des couvertures que je trouve absolument magnifiques et que je trouve encore plus belles en hardback quand il y a un travail qui est fait sur le hardback en lui-même, en plus de la dust jacket. Donc voilà, j'ai vraiment des couvertures en anglais qui me tiennent à cœur, on va dire.
Alors, quel est ton auteur VO favori? Il s'agit de Sarah J. Maas. Sans aucun problème, elle a détrôné J.K. Rowling. Elle a, voilà, enfin, je veux dire, pour moi, ça c'est... C'est impossible que je vous donne un autre auteur. Je suis pas fétichiste des auteurs. Il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui court après les dédicaces, qui veut absolument rencontrer les auteurs, etc. J'aime également beaucoup Rainbow Rowell, son écriture et tout. Bah, je l'ai vu à Montreuil, mais j'ai pas fait la file pour avoir la dédicace. Je l'ai juste vu. Bah, j'ai pris une photo vite fait. Ça m'a fait plaisir de pouvoir la voir. Maintenant, en dédicace, je savais aussi que je n'aurais pas pu discuter avec elle. Mais alors, une auteure que j'ai vraiment envie de rencontrer, mais pas juste pour dire je fais vite dédicacer mes bouquins. Là, il me faut la photo, il me faut des dédicaces, il me faut une interview avec elle. C'est Sarah J. Maas parce que j'aime tellement ses bouquins, j'ai tellement envie de lui dire merci pour ça, pour toutes les émotions qu'elle m'a procurées avec Akotar, Akomaf et j'espère avec Akowar dans quelques jours. J'ai commencé la saga Throne of Glass que j'aime énormément aussi. Enfin, Sarah J. Maas a pris une énorme place dans ma vie de lectrice et aujourd'hui je peux vous dire clairement c'est pas qu'une de mes auteurs VO préférés, c'est juste mon auteur préféré. Voilà, je l'aime d'amour, tout simplement. Alors, sur quel site commandes-tu le plus les livres en VO? Je l'ai dit, c'est Amazon. Est-ce que toi aussi, il t'arrive de faire une grosse razzia sur Internet? Oui, c'est très rare que j'achète un livre à la fois. Généralement, je fais des commandes avec minimum 3-4 livres dedans. Voilà, je n'aime pas de commander juste un seul livre. Ne me posez pas la question de pourquoi, je n'en sais rien, c'est juste que je me dis, bon bah, après tout, même si les frais de port sont gratuits, eh ben, autant cumuler et en mettre quelques-uns dedans plutôt que de les faire venir un par un. Voilà, c'est juste pour faire des économies pour Amazon et la Poste. Je pense aux autres, moi. Voilà, je suis très gentille en fait, comme vous pouvez le constater. Alors, Bunny's Book me demande si tu lis un paragraphe et que tu as compris l'ensemble de ce qui se passe, mais que plusieurs mots de vocabulaire t'ont échappé, est-ce que tu les notes quelque part ou est-ce que tu en fais abstraction complètement? C'est ce qui se passe avec moi, je comprends ce qui se passe, mais certains mots m'échappent, mais je me dis que si je ne les traduis pas, à un moment, je n'apprendrai jamais de nouveaux mots. Qu'en penses-tu? Alors, clairement, ça dépend. Si c'est un mot dont je peux deviner le sens, je vais pas le chercher dans le dictionnaire parce que, bah voilà, selon le contexte, parfois j'arrive même pas à mettre un mot dessus. Par exemple, on parlait l'autre fois oh, j'ai oublié du mot en anglais. Qui est dans Akotar et qui est traduit en français par le mot fléau, etc. J'avais même pas pris la peine d'aller chercher la traduction française de ce mot-là parce que dans le contexte de l'histoire, je comprenais parfaitement de quoi on parlait. Alors maintenant, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que parfois il y a des mots que je comprends et que j'arrive à replacer dans des discussions, mais j'ai pas le mot en français, je peux vous le dire, mais je vais vous le dire en anglais le mot. Donc voilà, là c'est vrai que ça peut être un petit peu gênant, mais à partir du moment où je comprends le mot, je comprends le sens du mot, je vais pas le chercher. Maintenant, si c'est un mot dont je comprends le sens mais je suis pas sûre, là je vais prendre le temps d'aller voir sur Word Référence, surtout quand il s'agit de verbes avec un auxiliaire qui est mis à côté. Genre, vous avez go over, go at, go to. Chaque fois que vous avez un verbe, dès que vous lui mettez une petite proposition derrière, ça change complètement le sens du verbe. Donc à chaque fois, là, je fais l'effort d'aller voir la traduction pour être sûre et pour ne pas me tromper. Maintenant, j'y vais vraiment que quand j'ai un doute. Voilà, je vais prendre le dico quand j'ai un doute et quand je veux être sûre de moi. Mais quand je vous dis, moi je ne traduis pas dans ma tête la phrase en anglais vers le français, je comprends ce que je lis et ça me suffit. C'est vraiment que si... Vous voyez, il y a des passages, parfois vous butez parce que les mots, bah, vous les voyez, mais ils ne veulent rien dire. Parce que là, il y a un problème de compréhension de la phrase, mais là, je vais prendre le temps de plus décortiquer la phrase, de plus voir les mots qui me posent problème, et ensuite, eh bien, une fois que la phrase ou le passage sera compris, je passe à la suite, mais j'y vais pas tout le temps. Donc, c'est vrai que pour le vocabulaire, c'est pas idéal, parce que du coup, je trouve pas que j'enrichis vachement plus mon vocabulaire. Je l'enrichis d'une certaine manière, mais comme je vous dis, je l'enrichis en ajoutant des mots que dans une conversation, j'arrive plus à traduire en français. Voilà, je vais vous donner le terme en anglais, mais
ça peut être gênant hein, dans certaines fois. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. C'est voilà, un petit peu comme Justine, parfois elle n'arrive pas à trouver ses mots en français. C'est aussi ce qui m'arrive quand je lis en anglais, parce que bah, je vais pas forcément chercher les mots tout le temps. Je crois que quand vous êtes immergé dans un pays, si vous allez aux États-Unis, etc., vous baladez pas non plus avec un dico à chaque fois pour aller vérifier les mots. Vous apprenez la langue et vous comprenez les choses comme ça. Et c'est comme ça qu'on apprend une langue, et c'est pas non plus en allant systématiquement chercher tous les mots de vocabulaire. Donc peut-être que mon vocabulaire s'enrichit moins vite, mais je trouve qu'au niveau des structures de phrases, au niveau de la compréhension de l'anglais, ça va de mieux en mieux en ce qui me concerne, donc pour moi c'est le plus important. Donc voilà, donc j'espère que j'aurai répondu à ta question, mais sache en tout cas que non, je ne vais pas systématiquement dans le dictionnaire, j'y vais que quand j'ai vraiment un problème de compréhension. Emilio me dit pour ta fac, quel est ton top 10 des romans pour commencer l'anglais? Alors ça je passe parce que j'ai déjà donné des titres et je fais pas de top 10, voilà, comme ça c'est pas possible dans ma tête de vous donner 10 livres. Je vous en ai déjà cité quelques-uns. On me pose encore des questions sur Akota, donc je lis parce que peut-être qu'il y a d'autres questions dedans, hein. Donc c'est Carlotta qui me dit salut, justement Akota est un peu corsé à lire en VO quand on n'a pas un vocabulaire riche, je trouve. Je comprends un minimum de description, mais je me base essentiellement sur les dialogues. Donc penses-tu qu'il faut revoir quelques bases avant de commencer à lire en anglais, ou alors se jeter à l'eau et voir ce que ça donne? Honnêtement, moi, si tu as un minimum de base, moi je dis vas-y, jette-toi à l'eau, mais commence par des bouquins qui sont simples. Comme je l'ai dit, des romances YA, des contemporains YA, mais on se lance pas dans ACOTAR pour commencer, parce que clairement c'est pour se dégoûter, parce que le style est assez particulier. À moins d'avoir la VF à côté et de s'habituer comme ça au style, et là on se dit, bah tiens, pour le tome 2, comme ça je suis déjà parée, je pense que ça peut être possible, mais sinon non. Pour une première lecture, on se lance pas dans ACOTAR, ça c'est sûr. Alors, combien de temps ça t'a pris pour être à l'aise avec la lecture en anglais? Ça dépend un petit peu de la lecture en fait. Il y a des livres avec lesquels je suis hyper à l'aise tout de suite et que je mets vraiment pas beaucoup de temps pour les lire, parce que je peux lire un bouquin de 300 pages en 1 ou 2 jours, comme, bah voilà, comme je le mettrais en français par exemple, voilà, ou parce que je fais plus de distinction entre l'anglais et le français, je lis en anglais comme je le lis en français. Et il y a des livres où l'anglais justement a un niveau plus ardu, et là je vais mettre plus de temps. Donc ça dépend encore du style, ça dépend de l'écriture de l'auteur. Il y a des bouquins où j'ai encore des difficultés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai senti que Cinder, j'étais pas encore prête, je l'ai remis dans ma bibliothèque, et une fois que je me sentirai prête à le lire, et bien à ce moment-là, je le ressortirai. Mais vraiment dire, est-ce que je suis à l'aise? Je vous avoue qu'à chaque fois que je prends un nouveau bouquin en anglais, je me pose cette question en me disant, est-ce qu'au niveau du niveau, ça va le faire? Est-ce que c'est à mon niveau? Voilà, donc je me pose toujours la question, et pourtant ça va faire 3 ans, enfin ça fera 3 ans au mois de juillet que je lis non-stop en VO quasiment. Donc ça dépend vraiment du livre. Il y a des livres avec lesquels je me sens à l'aise immédiatement et que je lis très très vite, et il y a des livres où je vais mettre beaucoup plus de temps parce que le style est beaucoup plus ardu, mais je lâche pas. Le truc c'est de se dire, même si c'est plus compliqué, je lâche pas, ou alors se dire, bon je le repose celui-là pour plus tard parce que je sens que je dois encore faire des efforts. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est être persévérant et ne pas, dès les premières pages, parce qu'on voit qu'on n'y arrive pas, se dire « Ah ben non, moi je vais pas y arriver ». Parce que clairement, si vous essayez pas, vous n'y arriverez pas, il faut persévérer. C'est vraiment le mot d'ordre, persévérer. Alors, combien de temps? Voilà, à part quelques exceptions, je privilégie les livres dédiés aux 10-18 qui ont souvent un langage plus simple. Fais-tu pareil? Oui. Oui, tout à fait, parce que c'est dans ceux-là que je me retrouve le plus facilement, et c'est vrai que quand on les enchaîne, après, on commence à prendre confiance et à se diriger vers des lectures un petit peu plus ardues, et puis on se rend compte qu'en ayant lu un petit peu plus ardu, ça est devenu un peu plus facile. Donc il faut pas avoir peur d'enchaîner des lectures simples, parce que ça te donne une confiance en toi, et ça te donne de toute façon une appréhension pour la lecture en anglais, où ça devient de plus en plus fluide. Et je rappelle, quand je parle de fluidité, c'est le fait de
à un moment donné de vous rendre compte que vous lisez en anglais comme quand vous lisez en français, et surtout d'arrêter de traduire ce que vous êtes en train de lire. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Il ne faut pas traduire dans votre tête ce que vous êtes en train de lire. Il faut que vous lisiez comme si vous étiez en train de lire dans votre langue d'origine. Et à partir du moment où vous commencez à faire ça, et sans même vous en rendre compte, vous obtenez une certaine expérience qui, de plus en plus, eh bien, va vous donner envie de découvrir des livres un petit peu plus compliqués. C'est comme ça qu'on avance dans la lecture en VO. Alors, quel est le minimum d'heures de lecture en anglais fais-tu par semaine, par exemple? Comment te dire? Je ne calcule pas le nombre d'heures en anglais en français. Moi, je lis quand j'ai le temps de lire. Alors, pour le moment, je lis moins qu'avant parce que je me suis redécouvert... En fait, avant, j'étais hyper passionnée par les séries télé. Il faut le savoir, avant que je me mette à lire beaucoup. Et quand j'ai commencé à lire, j'ai complètement laissé tomber les séries télé parce que je regardais déjà en VO sous-titré français. Donc déjà là, maintenant, je ne peux plus regarder un film en français. Quand c'est un film qui est en anglais, je le regarde toujours en anglais avec soit des sous-titres en français, soit avec des sous-titres en anglais. Parce que je me sens pas encore capable au niveau de l'audition de regarder un film sans avoir les sous-titres. Parce qu'il y a toujours des trucs qui me lâchent. Il y a juste la série Just Like Magic, où je sais plus, que j'ai regardé début d'année, qui était une série pour enfants, où là j'ai pu la regarder sans les sous-titres et ça m'a posé aucun problème. Mais sinon, j'aime bien quand même d'avoir des sous-titres, que ce soit en français ou en anglais, pour pouvoir être sûre de bien comprendre l'histoire. Donc j'étais déjà bercée dans l'anglais avant avec les séries télé. Mais quand j'ai commencé à lire, je me suis rendu compte, j'ai un travail à temps plein, j'ai pas un temps libre qui est extensible, il a fallu faire des choix. Et mon choix, ça a été de dire, je regarde plus de séries et je lis. Et pendant des années, ça m'a pas manqué. Mais voilà, il s'est passé des choses fin d'année 2016 qui ont fait que j'ai eu aussi envie de me retrouver dans les séries télé, de passer mon temps autrement, parce que la lecture n'arrivait pas à me détendre et à me procurer la sensation de relaxation dont j'avais besoin. Donc je suis partie la chercher ailleurs, je suis partie la chercher dans les séries et dans les films. Et donc maintenant que j'ai commencé à re-regarder des séries télé, forcément mon temps est partagé entre les deux, plus les vidéos YouTube, parce que je suis une très grosse consommatrice de vidéos YouTube, donc forcément mon temps est partagé. Mais donc il s'agit pas de lire quelques heures en français ou en anglais, enfin on va dire, moi c'est mon temps de lecture quoi. Maintenant c'est vrai que je vais lire moins de pages à l'heure en anglais que quand je les lis en français, parce que il y a toujours un travail à faire, mais quand c'est des livres vraiment très simples en anglais, je peux dire honnêtement, je les lis comme si je lisais en français, mais te donner un temps de lecture, je ne saurais pas, parce que ça dépend vraiment. Il y a des jours où je ne lis pas parce que j'ai pas envie de lire, il y a des jours où je vais lire 1 heure ou 2, des jours où je vais lire 3-4 heures, ça dépend en fait de mon temps libre, et ça n'a aucune influence que ce soit entre VO ou VF. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Alors ensuite, je passe aux questions de Pink Marshmallow qui me dit: que faire lorsqu'on perd patience avec un roman VO, car je prends 30 minutes pour lire 4 pages, je n'ai pas un niveau en anglais très conséquent et je n'ai lu que 120 pages depuis l'août dernier, je perds courage et lis le roman de moins en moins fréquemment. Ça m'est arrivé avec un bouquin quand je n'étais pas encore habituée à lire en anglais, donc avant juillet 2014, où je l'avais laissé traîner, je crois que j'avais mis 1 mois pour le lire. Alors écoute, là il y a 2 cas qui s'offrent à toi. Soit tu te dis que tu n'as pas encore suffisamment les bases, alors tu es en 3e. Alors moi je ne sais pas à quoi correspond la 3e en niveau d'école en France, parce que c'est pas le même circuit qu'ici en Belgique, donc voilà, je ne sais pas quel âge tu as. Soit tu attends d'avoir des cours en anglais qui te permettent d'acquérir une grammaire et un vocabulaire un peu plus conséquent, soit tu décides de toi-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, via des cours sur internet ou via acheter des assimiles ou des choses comme ça, de te perfectionner en anglais. Soit tu prends le temps de lire, même si tu ne lis que 3-4 pages par jour, c'est pas grave, c'est pas important le nombre de pages que tu lis, le tout c'est de ne pas
te dégoûter en fait. Il faut que tu te dises, bon ben voilà, j'ai encore un niveau de débutant, j'ai envie de lire en anglais. Peut-être que le livre que tu as choisi, je ne sais pas quel livre tu as choisi, mais est un livre qui ne convient pas à ton niveau. Et à ce moment-là, ben moi je te suggère de partir vers un roman qui soit beaucoup plus simple pour que tu aies des facilités, que tu acquières cette confiance dont tu as besoin pour justement te lancer dans d'autres lectures. Donc tu as peut-être choisi une lecture qui ne correspond pas encore à ton niveau. Ça peut être ça. Moi je dis, je connais pas ton âge, je connais pas ton niveau en anglais, donc je peux pas savoir. Mais si tu vois que ce roman est trop ardu, moi je te conseille de le laisser de côté pour essayer de lire quelque chose de plus simple. Si tu as vraiment envie de lire en anglais, voilà. Et ne surtout pas abandonner en disant je suis pas capable de le faire. Parce que crois-moi, tu es capable de le faire, tu es pas plus bête qu'une autre. Toute personne qui a envie et qui veut faire quelque chose peut le faire. Il faut juste se donner les moyens, le temps, la patience, le travail pour y arriver. Voilà, j'avais pas un niveau d'anglais exceptionnel quand j'ai quitté l'école, mais le fait d'avoir regardé mes séries en anglais sous-titrées m'a beaucoup aidé. Ma sœur, elle, ce qui l'a beaucoup aidé, c'était de lire des fanfictions en anglais sur l'univers de Buffy the Vampire Slayer parce qu'elle était à fond là-dedans. Et c'est ça qui fondamentalement lui a permis de s'améliorer en anglais. Ma sœur a un niveau d'anglais qui est supérieur au mien, j'ai pas peur de le dire, elle a 4 ans moins que moi. Voilà, mais il faut vraiment vous donner les moyens. Apprendre une langue, il faut se donner les moyens, c'est pas quelque chose... Il y a des gens chez qui c'est inné et chez qui ça va venir plus vite, comme la peinture, comme le fait d'apprendre la musique ou des choses comme ça. Ben voilà, c'est tout. Il y a des gens qui ont plus de difficultés, mais si tu as vraiment envie d'apprendre l'anglais et de lire en anglais, moi je te conseille d'être persévérante, de regarder si le bouquin que tu as choisi, tu peux me répondre en commentaire de cette vidéo, d'ailleurs quel bouquin tu es en train de lire. Et peut-être que là je te dirais ben non, je crois que tu l'as mal choisi parce que ce bouquin est trop compliqué pour ton niveau actuel. Moi ce que je te conseille à ce moment-là, c'est de laisser ce livre-là de côté pour lire un livre en anglais qui soit plus adapté à ton niveau. Voilà, Gabriel GG me dit coucou Jess, que de bonnes nouvelles dans cette vidéo. J'espère pouvoir te rencontrer au salon du livre de Paris. Je crois qu'on ne s'est pas vu. Je ne pense pas parce que je n'ai pas rencontré beaucoup d'abonnés au salon. Faut dire que j'ai un peu couru partout. Donc voilà, ça m'embête un petit peu de ne pas vous avoir beaucoup rencontré au salon. Mais bon, ce n'est que partie remise. Mes questions sont les suivantes. Donc sur quelle base quelles sont les bases selon toi pour commencer à lire en anglais? C'est un minimum de vocabulaire et au moins une bonne connaissance de la grammaire. Il faut quand même avoir acquis les bases en anglais, les temps, to be, to have, to must, savoir, voilà, savoir un petit peu comment fonctionne la grammaire en anglais parce qu'on dit toujours que l'anglais est une langue facile. C'est vrai que c'est une langue qui est plutôt facile quand on la compare au français et à toutes ses exceptions, etc. Mais c'est quand même une langue qui est ardue sous le plan de la grammaire, sur les verbes aussi, quand je vous dis que dès que vous ajoutez un petit truc à côté, le sens du verbe change totalement. Donc c'est quand même une langue sur laquelle il faut avoir une bonne maîtrise. Donc moi je peux pas dire quelles sont les bases pour commencer à lire en anglais, mais je dirais quand même qu'il faut avoir suivi les bases à l'école et surtout avoir envie de persévérer, quitte à suivre des cours supplémentaires en anglais via le site dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors comprends-tu chaque mot que tu lis en anglais? Passes-tu du temps à comprendre les descriptions? Comme je l'ai dit, ça dépend. Pour les mots, je ne les comprends pas tous, mais si je comprends le sens du mot par rapport au contexte, je passe pas mon temps à aller chercher dans le dictionnaire. Passes-tu du temps à comprendre les descriptions? Oui, enfin je veux dire c'est important de s'immerger dans l'univers, donc oui. Je comprends les descriptions et si j'ai des difficultés à les comprendre, là je vais chercher les mots qui me posent souci, mais oui, c'est important, ça fait partie du livre. Le livre qui a été très facile pour toi à lire en anglais, je dirais que ça a été le tout premier, la suite de Love Game. C'était une romance new adulte, c'est un livre de Emma Chase, je tiens à prévenir, je ne me souviens plus du titre en anglais, je crois qu'il y a Twisted Love dedans ou quelque chose comme ça. En français ça a été traduit par Love Game, ça je le sais. Ça a été un roman qui a été assez simple à lire. Sinon, qu'est-ce que j'ai lu qui a été aussi très facile à lire?
Blacklisté, donc qui est sorti chez New Way en français, donc qui est le roman de Cole Gibson et qui parle de harcèlement scolaire, voilà, qui ne m'a posé absolument aucun problème. J'ai lu After, voilà, After c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple pour commencer. Et bon, bah, je vais encore le dire, hein, les Monies Snicket et les aventures des orphelins Baudelaire, j'ai été très étonnée par la simplicité avec laquelle l'auteur raconte son histoire alors que c'est du middle grade, alors que le style en lui-même hyper original, mais vraiment, c'est vraiment un style très particulier, mais qui est vraiment très facile à comprendre. Et bien voilà, j'ai fait le tour de vos petites questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à me les poser ici en dessous de cette vidéo et j'y répondrai directement, hein, je pense que ce sera le plus simple. Les petits conseils que je peux vous donner, je vais vous les répéter, c'est de ne pas faire du mot à mot, donc de ne pas aller systématiquement chercher tous les mots au dictionnaire parce que sinon vous allez vous dégoûter, ça va prendre beaucoup de temps. Cherchez les mots dont vous avez vraiment besoin, mais si vous comprenez le sens d'un mot par rapport à la description qui en est faite, pour moi je pense que vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, d'aller chercher forcément la signification du mot, à moins que vous ayez envie de vous rassurer, parce que parfois c'est ce que je fais au début aussi, hein, c'est que je me dis tiens je pense que ça veut dire ça, et puis après je vais voir juste pour vérifier si j'ai raison, et ça vous donne de la confiance aussi de faire comme ça. Le conseil que je vous donne aussi, c'est de prendre des bouquins en fonction de votre niveau, donc commencez vraiment par des niveaux qui sont simples, des contemporains YA, n'allez pas tout de suite dans des romans qui soient fantasy, des mondes complexes, etc. parce que là encore vous risquez de vous donner des complications et d'être plus dégoûté qu'autre chose. La persévérance, si vous avez vraiment envie de lire en VO, il faut vous en donner les moyens, même si au début ça va être très difficile, et bien il faut pas lâcher prise. Et le conseil que je vous donne, enfin, je vous l'ai déjà répété, c'est de ne pas vouloir à tout prix traduire dans votre tête ce que vous êtes en train de lire en français. Au final, la lecture doit être fluide et vous devez apprendre à lire en anglais comme si vous étiez en train de lire du français. Alors je vous dis pas que c'est quelque chose que j'ai fait tout de suite, mais si vous persévérez, si vous lisez beaucoup en anglais, vous allez voir que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus simple à faire et qui vous permettra d'avancer et de lire des romans de plus en plus difficiles pour ensuite pouvoir n'avoir aucun obstacle, quoi. Moi, mon but, c'est vraiment de pouvoir me dire j'ai envie de lire tous les genres, que ce soit pour les adultes, les thrillers, etc. Des livres que je juge plus compliqués aujourd'hui que dans le YA. J'aimerais bien lire des classiques comme Jane Austen, etc. en anglais. Maintenant, je me dis honnêtement, j'en suis pas encore capable, mais j'aimerais bien le faire. Maintenant, pour ce qui est du vieil anglais, là voilà, si c'est du Shakespeare ou des choses comme ça, je sais pas si dans les romans de Jane Austen il y a encore ce vieil anglais qui est présent, il faudra que je regarde, tiens, une fois, mais honnêtement ça me plairait bien une fois de lire un classique en anglais. J'essayerai déjà avec des classiques plus contemporains comme 1984, Fahrenheit. Je sais qu'il y a un chiffre derrière, mais j'ai oublié le chiffre. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Voilà, ce sont des romans que j'ai envie de lire en anglais. Mais comme je vous ai dit, quand j'ai vu la complexité du maître du haut château, alors peut-être que c'est la traduction, hein, peut-être que ça vient de la traduction, en fait j'en sais rien, parce que regardez mon chéri, il trouve que lire Game of Thrones en anglais est plus simple que lire la traduction en français. Donc résultat, maintenant il lit Game of Thrones en français, alors que mon chéri n'est pas quelqu'un qui lit énormément, et en plus qui ne lit pas énormément en anglais, mais il trouve que la version originale de Game of Thrones est beaucoup plus facile à lire que sa traduction en français. Donc comme quoi, ça dépend. Donc voilà, j'espère en tout cas que j'aurai répondu à vos questions par rapport à ça et que je vous aurai vraiment donné envie de vous plonger dans la lecture en anglais, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une expérience absolument géniale. Ça vous permet non seulement d'apprendre une langue, de l'approfondir, mais ça vous permet également d'ouvrir vos horizons, puisque une fois que vous ouvrez les portes à la VO, quand vous voyez le nombre de livres qui sont publiés en anglais et qui ne sont pas publiés ici forcément en français, et vous avez envie de tous les lire, surtout qu'il y a beaucoup d'auteurs indépendants, encore beaucoup plus en anglais
qu'en français et que l'auto-édition là-bas est quelque chose de beaucoup plus démocratisé. Et c'est vrai qu'on retrouve encore des choses de meilleure qualité puisque après ce sont des livres qui sont publiés ici. Par exemple, Amy Harmon est une auteure auto-éditée. Ça c'est facile à lire aussi en anglais, tiens, ça si vous voulez lire Amy Harmon, moi je n'ai aucun problème à lire Nos faces cachées. Vous avez Colleen Hoover qui à la base était également une auteure qui était auto-éditée. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez encore des questions, comme je vous l'ai dit, vous pouvez ici en barre d'infos me les noter. Et j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo, à partager la vidéo si cela vous dit et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux comme je vous l'ai dit. Toutes les vidéos sont mentionnées sur Facebook, Twitter et Instagram pour que vous puissiez ne rien manquer. Donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos pour avoir les liens pour me suivre là-bas. Généralement c'est @JessLivreAddict, donc rien de compliqué. Et vous aurez également l'occasion d'interagir avec moi parce que je suis assez présente sur les réseaux sociaux, que ce soit peut-être moins sur ma page Facebook, mais en tout cas sur Twitter et sur Instagram, je suis très présente. Voilà, bon cette fois je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao!